Bon, ben, absolument désolé, hein. J'ai vraiment le rôle atroce du gars qui empêche de bouffer les gens. En plus, j'ai un train, donc j'ai pas d'autre solution. Mais je vais aller très très vite. Donc en fait, bon, sans transition après la précédente table ronde, c'est l'idée est partie d'une conversation qu'avec les gens du GREA sur le fait que la drogue, ce serait d'abord un droit humain légitime. Donc je vais vraiment essayer de passer ces diapos le plus vite possible. Mais malheureusement, c'est des concepts. Donc les concepts, quand ça passe vite, il faut les digérer. Mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Le débat, en fait, est pour moi, hein, le débat, c'est un débat interdit. Et c'est un débat quasiment impossible, ce qui explique tout ce qui a été dit précédemment sur les questions politiques qui avancent vraiment très modérément. Et Marie Nouget nous l'a expliqué. En fait, ça fait 30 ans que la réduction des risques élabore et présente un certain nombre de solutions rationnelles qui ne marchent pas. Comment pouvoir débloquer ce débat ? Il y a le problème de tous les antidrogues. Et les antidrogues, ils sont majoritaires dans le monde, avec des concepts très simples à comprendre. Les drogues, c'est interdit parce que c'est mal. Ça, c'est les moralistes, les religieux et la majorité des politiques. Les antidrogues nous disent c'est mauvais pour la santé. Et là, on a une partie des gens qui étaient censés être dans notre camp, c'est-à-dire les addictologues, certains écologistes, des politiques, en général les gens qui font du sport, hein, disent la drogue c'est mauvais, même si on a vu que beaucoup en prennent beaucoup pour faire du sport, mais enfin ça c'est indicible. Les antidrogues disent aussi que c'est une perte de liberté et de contrôle, une faiblesse. Ça c'est plutôt un point de vue moraliste et philosophique, mais qui est aussi largement partagé par la société. Après, on arrive à ceux qui ne se prononcent pas, hein, officiellement. Ils sont ni pour ni contre. Et là, on est dans le camp des gens qui étaient censés apporter un changement au débat, apporter des arguments au changement de la loi. Et en fait, ce ne se prononce pas dans un contexte de guerre à la drogue. Ça revient à être neutre dans une guerre. Et les neutres, en général, dans une guerre, vous devrez le savoir, dans votre pays, ils avantagent les plus forts. Et puis, on a maintenant le tout petit ensemble des pro-drogues. Alors, il y a la littérature, les poètes, les militants du cannabis, les psychonautes, dont on a vu notre ami Vincent, la galaxie techno, et quelques politiques libertariens. Alors, on va essayer de détailler ça en vitesse. Donc, la drogue, c'est mal, la preuve, c'est interdit. Ça, c'était une phrase d'un président de la MIL, donc c'est le drogue tsar français, qui a été nommé par Nicolas Sarkozy en 2007. Et c'était très clair, et d'ailleurs, il était extrêmement efficace en matière de politique française. Et je pense que les problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle dans ce renforcement terrible de la répression via les certaines minorités, ils ont pris naissance à ce moment-là. La drogue, c'est mal, la preuve, c'est interdit. Et comme c'est interdit, c'est mal. Et la preuve, c'est interdit. C'est un argument tautologique qui écrase le débat. C'est pas compliqué, tout le monde peut comprendre. Et c'est un argument qui est bien compris par les associations de riverains, par exemple, quand il y a beaucoup de problèmes autour des salles de consommation. La preuve, c'est interdit. Et pour pouvoir installer ces salles de consommation, il a fallu avoir recours au Conseil d'État qui, effectivement, a dû prendre une mesure exceptionnelle en expliquant que la drogue, c'est interdit, donc on ne peut pas la consommer dans des salles de consommation. C'est logique. La drogue, c'est mauvais pour la santé. Alors là, on a tout un bataillon de littérature scientifique autour de la question de la toxicomanie. La toxicomanie, c'était le concept majoritaire avant la réduction des risques, et il reste majoritaire dans les têtes. Définition,
état d'intoxication engendré par la prise répétée de substances toxiques, spécialement les drogues et les stupéfiants, qui créent un état de dépendance psychique. Accoutumance, intoxication. La drogue, c'est mauvais pour la santé, mais les gens qui ont conçu l'addiction le disent aussi. Hein. L'addiction, c'est une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences néfastes sur la santé de la personne affectée. Donc l'addictologie, elle inclut effectivement les substances licites, donc en ça c'est un progrès intellectuel, mais sans pour autant revenir sur le caractère objectivement néfaste des consommations. Et toute la clinique des addictions, elle se base sur les dépendances. Or, le grand apport de l'addictologie en matière politique, ça aurait été de se consacrer sur les usages, éventuellement sur les abus. Ça, c'est le grand concept, usage, abus, dépendance. Et en fait, non, les addictologues, ils sont médecins, ce qui les intéresse, c'est les dépendances. Donc la drogue, c'est mauvais pour la santé. Alors les fameux ne se prononcent pas, et là c'est plus embêtant parce que c'est vraiment notre camp intellectuel. C'est ce qu'on nous a appris à dire quand on fait des conférences sur la réduction des risques, on dit on est dans le non-judgment. Ça s'oppose aux guerriers de la drogue qui, eux, mettent une condamnation morale sur la consommation. C'est le credo théorique aussi de l'addictologie. On sort du débat moral. La consommation, ce n'est ni bien ni mal, c'est un fait de société. Tout cela, c'est très bien sur le plan théorique, général, et sur le plan individuel, on se rend compte que non, ne pas juger la consommation de drogue de ses amis, de ses partenaires, de ses voisins, de ses enfants, est-ce bien raisonnable? Et comme je le disais tout à l'heure, dans un contexte général de guerre à la drogue, la neutralité, est-ce vraiment possible? Le non-jugement, c'est un peu comme l'universalisme utopique quand on parle de questions raciales et de questions de stigmatisation des populations racisées ou des minorités. Autre problème pour arriver à changer la politique de drogue et pour arriver à installer ce fameux débat qui nous échappe, dire la vérité ne sert à rien. C'est une phrase de Anne Coppel que je salue ici, que certains d'entre vous connaissent, qui est une des fondatrices de la réduction des risques en France. 30 ans d'arguments sanitaires, recul de la contamination du sida, succès mondial des traitements de substitution, multiples recommandations internationales, encore une fois, on l'a dit dans la table ronde précédente, basées sur l'amélioration de la prise en charge, bon, je ne détaille pas. Dépénaliser les drogues protège les individus, des dommages liés à la consommation. En fait, c'est un argument contre-intuitif, difficile à comprendre. En France, ça n'a jamais été expliqué dans aucune campagne publique. Je sais que vous, ici, vous avez eu plus de débats, mais en règle générale, ça ne percute pas. C'est même quelquefois un peu démagogique, parce qu'on entend souvent « oui, il faut dépénaliser, ça va faire baisser les nombres de consommation ». En fait, c'est absolument pas corrélé. Il y a des systèmes où il y a la dépénalisation, où les consommations augmentent, ont augmenté comme en Espagne, d'autres en Suède, où la politique est extrêmement dure, où les consommations baissent. Bref, l'idée qu'il faut absolument faire baisser les consommations est démagogique, et les arguments sanitaires, les arguments de vérité, les arguments rationnels sont contre-intuitifs. Donc, si on ne se base que là-dessus, ça ne marche pas. Alors on pourrait dire, tiens, il y a des arguments économiques aussi. Le coût de la répression, pour le coup faramineux. Les profits escomptés par le marché. Là, effectivement, avec le cannabis, on voit qu'il y a quelques pistes. Ça fonctionne partiellement sur le cannabis. La critique qu'on peut faire de ces arguments, c'est que ça profite essentiellement aux classes favorisées. Et là, tout à l'heure, Jean-Félix a dit quelque chose de très important, c'est que tant qu'on n'aura pas fait coïncider l'intérêt des gens économiquement faibles, qui sont les victimes privilégiées de la guerre à la drogue, avec notre changement de paradigme, ça ne fonctionnera pas et on risque toujours d'être dénoncés comme des gens qui travaillent au profit des plus riches. Les arguments rationnels ne fonctionnent peu pour changer les représentations, surtout pour changer les représentations, et faire reculer le stigmate de l'usage. Alors, une petite exception, c'est les arguments économiques, encore une fois, liés au cannabis, et des arguments qui concernent les plus riches.
Les pro-drogue, maintenant, donc notre petit village d'Astérix qui essaye de faire avancer les choses. Disparition de l'argument du sida, qui était l'élément central du changement de paradigme dans les années 90. Il y a effectivement les militants de la culture techno, de la culture psychédélique, qui ont eu une audience, malheureusement, qu'il faut appeler classiste, c'est-à-dire une audience qui concerne essentiellement les classes moyennes blanches de centre-ville. Les militants du cannabis, qui sont liés à un marché émergent, mais qui sont souvent hostiles à la consommation des autres drogues, et là aussi avec une connotation classiste. Donc, comment changer les termes du débat? Et là, il y a quelques pistes. Il y a ce qu'avait dit Nicole Maestrachi, une autre drogue tsar française, mais qui, elle, est la seule qui a été un petit peu efficace dans le plaidoyer. Une société sans drogue, ça n'existe pas. C'est l'argument de la légitimité par l'histoire. Faire référence à la permanence anthropologique de la consommation de drogue, pousser l'argument de la prépondérance de la demande, qui est effectivement jamais expliquée, sauf pour stigmatiser les consommateurs, casser la logique de l'offre, qui est la logique qui conditionne toute la prohibition dans le monde, et légitimer cette demande, c'est poser un socle indispensable dès qu'on veut développer toute politique de drogue progressiste. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas, ce sont les antidrogues qui s'en emparent avec la question de la demande qui est aujourd'hui retournée par nos ministres de l'Intérieur, Darmanin et Retailleau. Je vais maintenant terminer par une métaphore très simple à comprendre, enfin en tout cas j'espère, même à cette heure-là, même avec beaucoup de gens qui ont faim. Migrer et se droguer, le nouveau paradigme. Migrer et se droguer, c'est deux actions inhérentes à la sociabilité des homo sapiens. Bon, j'ai mis gynéco sapiensa parce que maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut inclure les questions de genre. Deux actions humaines devenues des catégories politiques du fait de leur progressive criminalisation. Deux actions humaines aujourd'hui associées dans une volonté de diabolisation à connotation raciste. Il faut donc, dans les deux cas, réintroduire les droits humains, et c'est légitimer à la fois la migration et l'usage de psychotropes. Je pense que c'est un argument clé. C'est d'ailleurs l'argument clé des guerriers contre la drogue. L'émigration, le racisme et la légitimité de se droguer. Le socle libéral, donc, de ce droit de se droguer est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. En matière de drogue, ce simple principe libertarien du droit à se droguer ne suffit pas. La solution libérale, souvent, ignore les risques et les dommages. Ça, on l'a déjà dit. Et si on continue à filer la métaphore, en matière de migration, c'est pareil. Le simple droit de se déplacer, qui est légitime, ne suffit pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est une demande du patronat claire qui ignore totalement la protection sociale, comme la solution libérale en matière de droit de drogue ignore les risques et les dommages. Donc le droit de se droguer comme le droit de se déplacer librement sont encore une fois des conditions nécessaires mais pas suffisantes. La légitimité par le marché est elle-même potentiellement lourde de risques. C'est le fameux argument l'héroïne dans les supermarchés. Donc, je conclus, vous voyez qu'on a fini par y arriver, même si c'est un petit peu indigeste, je m'en excuse. Du droit de se droguer au droit de la drogue, et même inversement, on va poser la légitimité du droit de se droguer, et pour cela, il faut, penser les rapports de genre, l'orientation sexuelle et la race, migration, comme des obstacles à la désaliénation dans une approche intersectionnelle. Il faut également penser la condition sociale, les rapports de classe, pour avoir un instrument complet de désaliénation. Il n'y a pas de problème de droits humains dans la question des drogues, et je termine par là, c'est la question des drogues qui est un droit humain. Je vous remercie.